Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts Malick 2. L'actualité a été chargée ce week-end, l'occasion de débriefer tout cela en compagnie de Clément Maillard de Malick 2. Salut Clément. Salut Dorian, ça va? Bon, tu vas bien? La Ouais, forme? très bien, la forme. Après ce Ouais. week-end aussi chargé sur le terrain qu'en dehors, on va en parler un peu tout à l'heure, mais comment toi t'es un peu dans le Pays Basque là en ce moment? Je vois que tu as ton beau maillot de Bayonne. C'est ça, bon, ça va, c'était un petit peu pour ça. J'espérais que tu allais en Hmm, parler. Ouais, un bien peu sûr, rugby bien aussi. sûr. Un peu rugby, Eh parce oui, qu'il oui, y a il eu, faut, il il y a eu faut. des cartons et quelques cartouches ce week-end, c'est bien. Ouais, ouais, et puis d'ailleurs, en parlant de rugby, belle médaille des Bleus, l'équipe de France féminine, rugby à 7 au JO Ouais. de Tokyo, médaille d'argent, ça a dû te faire plaisir, toi qui es aussi rugby que football. Mais on va parler plutôt de foot, évidemment. Aujourd'hui, on sera en compagnie de Laurent Mazur aussi en deuxième partie de l'émission. Au sommaire de ce troisième épisode, les faits marquants de la deuxième journée avec les cartons pleins, notamment de Caen, Paris et Auxerre. Nous accueillerons ensuite le président du Paris FC, Pierre Ferracci, pour évoquer le bon début de saison du club de la capitale, mais également pour parler du sujet qui agite actuellement la Ligue 2, la fronde d'une majorité de clubs envers les pratiques de Nancy pendant le mercato. Et nous terminerons d'ailleurs l'émission avec deux membres du site ASNL Fans qui viendront exprimer leur point de vue sur cette affaire. Menu chargé, je le disais, et débutons tout de suite Clément avec les faits marquants. Que retiens-tu, toi, en premier de ce week-end? Alors là, on va rester vraiment sur le côté sportif. On parlera de Nancy, comme je disais, dans la suite de cette émission. J'allais dire, ouais, c'est un beau corollaire, mais corollaire de Nancy, Toulouse. Moi, ce que je retiens, c'est Toulouse, Auxerre et Nîmes. Des équipes qui doivent viser le haut de tableau, mais dont on ne savait pas à quelle hauteur elles pouvaient le viser, et qui sont vraiment plutôt pas mal dans ce début de saison. Moi, j'avais quelques petits doutes personnellement sur Toulouse, voilà, qui perd Amiens, Machado et Morera, trois joueurs sur cinq, voilà, dans cette défense De de West aussi. 3-5-2. De Vaste aussi, ouais, tout à fait. Et Nîmes, on ne savait pas trop parce qu'ils ont eu voilà, Ripard, Renaud Ripard, l'icône qui part. Et puis Auxerre, c'est pareil, les petites craintes, interrogations autour notamment de Jean-Marc Furlan que tu as eu en interview de début de saison. Et puis ces trois clubs, eh ben, ils sont très bien. Et ils sont très bien, que ce soit au niveau des résultats. Et puis dans le jeu, c'est pas mal du tout. Voilà, en plus, Auxerre va accueillir Gaëtan Charbonnier, on le sait, c'est officiel depuis hier soir. Ils ont battu Grenoble 3-0. Ils avaient battu Amiens 1-2 chez Amiens après avoir fait une mauvaise première mi-temps. Nîmes, match dur, mais match nul à Bastia. Là, ils battent Dijon 2-1. Et puis Toulouse, le 4-0 passé à Nancy. Donc voilà, avec pas mal d'allants. Philippe Montagnier qui disait qu'il voulait jouer dans cette Ligue 2, et ça a l'air de marcher. Donc pour moi, c'est ça mon fait marquant, c'est que des favoris ou des outsiders, mais qu'on mettait peut-être un tout petit peu en dessous, nous en tout cas, du Paris FC, d'autres, ils sont présents, donc ça va encore plus densifier cette Ligue 2. Voilà, c'est ça pour le coup mon fait marquant, la confirmation qu'on va avoir un championnat plus que kiffant, je crois. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que les candidats à la montée sont peut-être plus nombreux que jamais dans une Ligue 2 ouverte cette saison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi avec Nîmes, dans le sens où je les attendais pas à faire entre guillemets un bon début de saison parce qu'ils sont en plein chantier de reconstruction de l'effectif après les secousses vécues en interne cet été. Auxerre, c'est vrai que j'étais premier étonné de voir un Jean-Marc Furlan aussi inquiet en interview avant la reprise où il pensait son effectif vraiment un peu juste pour débuter la saison. Finalement, voilà, on voit que les automatismes sont là et que pour l'instant ça régale. Et puis Toulouse, je mettrais peut-être un, pas un bémol, mais je pense qu'il faut quand même modérer un peu parce que pour moi, on va le redire, le 2-2 contre Ajaccio au début de saison, c'est pas forcément un bon résultat dans le sens où ils ont été à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Moins d'une heure, mais quasiment une heure. Là, le 4-0 à Nancy, il est très très propre. Après, est-ce que c'est pas un peu aussi la faiblesse de ce Nancy-là qui explique ce 4-0? Nancy qui était complètement décimé en défense, notamment avec un Shaquille Delos qui a joué défenseur central alors qu'il jouait limite ailier ou latéral à Chambly, avec un Bouzard titulaire qui revient de nulle part dans cet effectif. Donc voilà, je pense quand même que ce 4-0, pour Toulouse, il ne faut pas non plus trop s'enflammer dans le sens où, à mon avis, ils ont affronté une équipe de Nancy qui est absolument pas encore prête Ouais, en ce début de saison. Et bon, après, 4 buts, il faut toujours les mettre et c'est pas anodin non plus. Mais voilà, moi, Toulouse, j'attends de voir quand même peut-être quelques belles oppositions avant de me faire
un avis un peu plus poussé, mais en tout cas, oui, comptablement, c'est sûr que et au niveau du jeu là contre Nancy, c'était emballant, donc tu as quand même raison de le souligner. Moi, pour mes faits marquants, je vais faire un peu l'inverse de toi. Je vais parler des équipes qui débutent mal avec un 0 sur 6. Ils sont quatre cette saison encore. Amiens, Dijon, Nancy et Grenoble. Alors il y a des cas de figure totalement différents. Voilà, Nancy, on va le dire rapidement, cascade de blessures en défense et puis je pense un effectif qui est pas encore totalement prêt et puis des nouvelles méthodes à assimiler le gegenpressing qui est pas encore évident à mettre en place. Amiens. Amiens et Dijon, pour moi, c'est deux clubs qui se ressemblent parce qu'on a des attentes autour de ces deux clubs-là, surtout au niveau du DFCO avec son recrutement XXL. Pour l'instant, c'est très décevant, même dans l'expression collective de l'équipe, même si un Michael Le Bihan, par exemple, est encore blessé. Et c'est vrai que ça manque devant, ça manque de poids. Mais c'est vrai que le match à Nîmes, il a été un peu décevant dans l'engagement, notamment. En première mi-temps, ils se sont fait absolument manger dans les duels et dans l'engagement. Et ça, peu importe les joueurs, j'ai envie de dire, qui est sur le terrain, c'est l'une des qualités premières à mettre en avant en Ligue 2. Donc, il faut vraiment que David Linares trouve le déclic et le bon discours pour avoir une équipe un peu morte de faim, au-delà du talent individuel de chaque joueur aligné. Amiens, voilà, c'est pareil, avec Philippe Inchberger, moi j'en attends pas mal de cette équipe d'Amiens et pour l'instant, ils font une très bonne première période à Auxerre, puis ils disparaissent. Là, Ajaccio, franchement, ils se sont fait dominer un peu de bout en bout, même s'ils ont une occasion de 2, mais je pense que la défaite 3-1, elle est plutôt logique. Et puis Grenoble qui est un peu reconstruction aussi, et là aussi il y a une cascade de blessures, donc je vais être indulgent avec Grenoble aussi parce que pour le moment Mauricio Giacobacci il a pas du tout pu encore aligner entre guillemets une équipe type, et là aussi c'est des nouvelles méthodes à assimiler. Après, je voulais surtout mettre en avant ces quatre clubs pour dire qu'il ne faut pas non plus s'alarmer, s'inquiéter plus outre mesure. Il n'y a eu que 2 matchs disputés. Certes, il y a des scores lourds pour Grenoble et Nancy, notamment les 3-0, les 4-0. Mais voilà, je pense que le mercato n'est pas fini jusqu'au 31 août. Ces clubs-là vont encore se renforcer un peu. Ces clubs-là vont récupérer des joueurs blessés. Et il n'y a pas matière non plus à s'alarmer plus que ça. Et Dijon, si on prend le cas de Toulouse la saison dernière, Toulouse avait débuté aussi par 2 défaites et ça les a pas empêchés au moment donné quand ils ont mis en route de faire une superbe saison. Donc voilà, j'ai envie de dire aux supporters qui sont un peu déçus de ce début de saison, faut pas non plus tirer trop de conclusions hâtives sur ce début de saison, mais c'est sûr qu'on attend avec impatience quand même des équipes, 4 équipes du calibre d'Amiens, Dijon, Nancy et Grenoble, de prendre vite les premiers points quand même, histoire de lancer cette saison. Peut-être qu'on peut parler aussi de Caen et Paris, c'est les 2 autres équipes qui ont 6 points, Clément. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Bah, quand porté, j'adore ce joueur, enfin, pour l'histoire, mais porté par Alexandre Mendy, c'est toujours chouette d'avoir quelqu'un qui est passé par des sales moments, de le voir aussi revanchard et puis qui marque des buts, ouais. Et puis quand il y a toujours cette impression de solidité. Alors, il gagne 15-0 à Niort sur une tête de Mendy sur corner, mais c'est pas mal. On parlait de reconstruction bah, pour Amiens et toutes ces équipes. Là, ça prend directement. On a plus l'impression qu'à Caen, la méthode Moulin est assimilée directement. C'est vrai que pour finir sur Dijon ou Grenoble, Dijon, tout leur 11 change et Grenoble, là, ils auraient pu avoir un milieu Mm. Piquel, Belmont, Pérez. On a 2 sur 3 qui sont blessés, donc c'est sûr. Et par contre, de l'autre côté, ils ont moins de blessés, Caen, et puis bon, le Paris FC, un stade encore au-dessus. Mais Caen, c'est pas mal, la reconstruction est belle. Le milieu, Wadja, Le Penant et Deminguet, Deminguet. ça a de la tronche quand même. Et puis ouais, Paris FC, bah, sur la lancée, et eux, effectivement, toi, je crois que c'est ton équipe vraiment favorite chez Ouais, ouais, Favori. ouais. Pour le coup, ouais, ouais. Là, c'est un score plus réduit que le 4-0 contre Grenoble, mais ils font une belle perf. En face, Dunkerque, c'est pas facile non plus à jouer. Mm. Il faut les bouger, les Chokunte. Ça, c'est pas le cas de Surtout le que bouger, Paris, on le j'imagine. rappelle qu'ils ont pas du tout leur défense quoi, encore actuellement. C'est ça C'est qu'il faut ça, souligner ouais, aussi, c'est ouais. que c'est intéressant parce que c'est des jeunes, c'est Chergui, c'est Camara, c'est Adjam, voilà, c'est Mm. quasiment que des jeunes derrière et ça a tenu la route contre, comme tu dis, une équipe de Dunkerque quand même où il y a Sekbe qui est un bon joueur, il y a Chokunte, voilà, on ne le présente plus même s'il a marqué. Il y avait vraiment du répondant physique et technique en face et Paris s'en est sorti, donc c'est une belle opération pour les Parisiens. Ouais, puis s'ils ajoutent des petits jeunes comme Guilavogui qui a mis son premier but pour le PFC, ouais, on se dit que devant, ça peut tourner entre Guilavogui, Ouais. Diaby, Fadiga, et puis potentiellement même un autre, hein, Bah, Laura, Laura, Alfarella. Alfaria, ouais, il y a du matériel. En fait, c'est vrai que, bon, peut-être que ça n'allait plus bien sur la fin avec René Girard, mais
y a aussi cette ligne directrice. Ils ont perdu peu de joueurs Mm. sur le mercato, me semble-t-il. Et là, il y a Loret qui arrive, un peu comme Moulin à Caen ou comme voilà, d'autres entraîneurs qui arrivent, qui reprend le truc, qui ajoute sa patte. Et puis, enfin, comme on dit, alors, c'est pas qu'à Dijon encore, ni à Grenoble, mais là, la sauce prend clairement. Et puis, ça peut, ouais, ouais, à nouveau dans cette idée de Ligue 2 ultra disputée, ouais, Caen et Paris, c'est super intéressant ce qu'ils font. Et puis, 6 sur 6, quoi. Ça, pour le coup, c'est quand même déjà prendre des points d'avance, quoi. On parlait de Mais Toulouse par pour exemple, lequel le j'ai 6 sur 6, on peut se dire, ah, c'est que 6 ouais, points, c'est le début de saison, mais on va dire que Auxerre, tu as fait la brève tout à l'heure sur ma Ligue 2, c'est la première fois depuis la relégation d'Auxerre 2012 ou 13, 2013, 2013 2012. qui prennent les 6 points. C'est la première fois depuis 2013 pour un club du standing d'Auxerre. Donc c'est quand même, voilà, c'est pas non plus totalement anodin. Après, pour Paris, pour contrebalancer un peu, on va pas s'enflammer parce que la saison dernière, on se souvient tous qu'après 10 journées, ils avaient 6-7 points d'avance et ils avaient 25 points. Et après, derrière, ils ont connu un gros trou. Et ça, je pense que c'est comment dire, le point négatif, pas négatif, mais le point faible de la jeunesse, c'est que ça surfe sur une très belle dynamique et ça connaît aussi des trous dans la saison, ce qui est totalement logique quand on n'a pas encore vécu une saison entière. Mais là, ils l'ont vécu la saison dernière, donc j'ai bon espoir que Paris, cette saison, en plus avec Thierry Lauré, l'apport de Thierry Lauré, que Paris tienne cette fois la cadence sur la durée. Et je pense qu'un Thierry Lauré, quand le bateau va commencer à tanguer un peu, je dis pas que René Girard ne savait pas le faire, mais voilà, Thierry Lauré saura le faire aussi. Et avec le vécu de la saison passée, je pense que Paris, ça peut donner quelque chose de beau. Peut-être dernier petit fait marquant ensemble, Clément, avant de passer à la suite. La victoire du Havre quand même à Sochaux, parce qu'on attendait aussi beaucoup de Sochaux après la belle victoire à Dijon. Et puis Sochaux qui n'a pas réussi à confirmer. Alors, pas à domicile parce qu'ils jouaient encore à Dijon, à Gaston Gérard, ils étaient délocalisés. Mais belle perf du Havre en tout cas. Bah oui, et bon, qui ont surpris. Il y a aussi de ça avec malheureusement les deux erreurs de Maxence Prévost. Alors, Mm. peut-être qu'il fera remporter des matchs à Sochaux avec des arrêts de fou furieux en fin de saison, hein, sait-on jamais. Mais c'est vrai que ouais, le Havre, c'est pas mal. Et puis le match nul contre Guingamp avait été vierge de but, mais pas si mauvais que ça, j'ai l'impression, dans le contenu. Il y a notamment, je les ai regardées 10 fois chacune, mais deux vidéos, un dribble par match de Alioui. Oui, ouais, c'est ça, pour pas mal le prononcer, qui est quand même un sacré technicien. Il met des dribbles de folie. Boutaïb, le doublé, le retour du buteur de l'Atlas, qui est un super joueur en forme. Boutaïb, c'est vraiment un super joueur. Donc, son finish, même s'il y a une sortie trop haute de Prévost, dribble pied droit et puis finish du Mm. pied gauche, il est quand même assez délicieux. Ouais, Ouais, il a donc rien le Havre, perdu du sens du but, quoi, sur ce but-là. c'est ça, ouais, c'est un truc de fou. Et pour le premier, ouais, il y a vraiment une grosse erreur, encore plus que sur le second. Mais Ouais. le Havre, c'est chouette. Alors Sochaux, pour le coup, qui fait un super match. Et puis, voilà, bon, il y a tout de suite cette double erreur Elles arrivent qui fait rapidement en une plus, victoire. ouais. C'est Mm. ça, je crois, dans les 5 premières minutes. Et 7e puis minute, je crois, pour. 20e, Ouais, c'est ça, ouais. oui, Mm. 7e, tu as raison. Ouais, et puis 20e, il me semble, le second. Donc, il y a de ça. Mais ouais, le Havre, c'est cool. Et alors, c'est toujours les mêmes dialectiques, hein. Est-ce que Mm. le Havre peut tenir une bonne cadence, parce que là, ça fait 4 points, du coup, un nul et une victoire, Mm. pour déjà se maintenir le plus vite possible, parce que nous, on les mettait plus Mm. dans le bas. C'est vrai que sur le papier, il y a Cornet aussi, voilà, donc Alioui, Boutaïb, Ismaël Carré. Boutaïb, et puis Thiaré, ouais, en 4-4-2, et puis avec Cornet sur le côté, qui est un bon joueur, avec beaucoup de peps et puis de technique. Ouais, à voir. À voir, c'est dommage. Et c'est là qu'on se dit, c'est dommage qu'ils aient perdu des Romains basques, d'autres joueurs, parce que tout de suite, Après, tu peux tester, ça prend et ça marche, quoi. pour le Havre, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'effectivement, sur quelques matchs, ils l'ont montré même l'année passée, ils savent rivaliser avec les meilleures équipes, même sur un match. Le problème du Havre, c'est que, de une, je pense que le niveau profondeur de banc, ça risque d'être un peu juste quand il y aura des suspendus, des blessés. De deux, il y a 11 joueurs qui arrivent en fin de contrat à la fin de la Ça fait saison. trop. Donc, quelle sera l'implication je sais pas quelle va être la politique du HAC. Est-ce que là, des négociations vont être entamées rapidement pour prolonger des Fernand Mayembo, des Des Yaya bons joueurs. Fofana, le gardien. Voilà, il y a plein de joueurs comme ça qui arrivent en fin de contrat. On sait qu'en janvier, les joueurs, à partir de janvier, quand ils sont libres, enfin quand ils vont arriver libres, on sait qu'ils
ils peuvent être sollicités, ils peuvent avoir la tête un peu ailleurs, etc. Donc moi, c'est un peu plus ça qui m'inquiète aux côtés du Havre. C'est pas forcément le 11 qui a de la qualité, c'est vraiment la profondeur de l'effectif et aussi toutes ces fins de contrat qui arrivent. Est-ce que ça va pas polluer à un moment donné la dynamique? Ça peut. On sait que dans un vestiaire, quand tu as autant de joueurs qui arrivent, quand on a un ou deux déjà, voilà, et quand on a autant qui arrivent en fin de contrat, Romain Basque, il a très bien dit quand il a signé en Azerbaïdjan. Il a dit voilà, moi j'étais pas forcément parti pour partir là-bas, mais j'ai pas eu de nouvelles d'une prolongation de contrat. Je me serais retrouvé libre en 2022 avec la crise financière. Est-ce que les clubs vont recruter autant qu'avant? Voilà, pour les joueurs, tout ça, c'est des interrogations sur leur avenir. Donc, quand ils ont la possibilité de signer un contrat plus long ailleurs, bah forcément, ça fait réfléchir. Voilà, le hack aujourd'hui, avec cette politique de non prolongation de contrat, de pas anticiper en tout cas ces prolongations-là, bah pour moi, il joue un peu avec le feu. Donc effectivement, faudra surveiller d'ici les prochaines journées. Mais quand même, tu as raison de le noter. Coup de chapeau au hack. Moi, 4 points sur les 2 premiers matchs. Je pensais pas déjà que le Havre débuterait entre guillemets bien cette saison. Donc, Sochaux Le Havre, on pariait plutôt sur bah Sochaux, ouais. surtout après le 1-3 passé Mm. à Dijon. Mais après, oui, ça a l'air plus stable dans le vestiaire, ça a l'air un peu plus apaisé qu'en fin de saison dernière. Ça a l'air de tirer vers le haut. Et On a- à contrario, j'ai l'impression que en deux temps, quoi. Ça a l'air de bien fonctionner tous ensemble. Ils ont l'air de bien s'entendre avec voilà, Boutaï de retour à 100% de ses capacités. Et à contrario, il y avait une petite grogne aussi des anciens Bonnet et notamment Basque qui disaient il nous faut des recrues, mais plus Ouais, bien orienté sûr. vers justement les dirigeants. Ouais, Euh, Pierre Ventier l'a dit, et puis, le directeur général dans Paris-Normandie. Il disait qu'il avait reçu une délégation de joueurs qui s'inquiétaient un peu du mercato, puisque il y a que le jeune Tierno Baldé qui est prêté par le PSG en défense. Ils étaient notamment sur Kenny Nagira, l'attaquant du PSG, pour un prêt. Il est parti à Bastia, c'est officiel depuis aujourd'hui. Donc ouais, le hack en fait. Le problème de cette politique-là, c'est que le hack a beaucoup de mal à attirer les joueurs parce que tous les joueurs se disent, ok, qu'est-ce qu'on va aller faire au hack dans le sens où si j'ai un contrat que de un an plus un en option ou des contrats courte durée, sachant que le Havre ne fait pas partie des gros favoris non plus cette saison, bah c'est compliqué visiblement. Donc voilà, il y a quand même encore des facteurs qui font que je suis pas totalement encore confiant pour le Havre, tu vois, je sais pas toi. ouais, non, ouais, je suis d'accord. Faudra voir si ça ne peut pas. Voilà, bah, le foot, c'est des cycles aussi, mais s'il n'y Mm. aura pas un cycle à un moment, s'il commence à faire une, deux, trois défaites d'affilée, ça peut, ouais, la sinistrose entre guillemets, faut revenir, mais bon. Faut rassurer les supporters du HAC, c'est déjà bien, c'est déjà ça de prix. Puis ils verront, mais en tout cas, c'est bien. Pour débuter, c'est bien. En tout cas, on rappelle les scores donc de cette deuxième journée. Nîmes a battu Dijon 2-1, Ajaccio a battu Amiens 3-1, Nancy a perdu 4-0 à Toulouse, c'est la plus large défaite à domicile en Ligue 2 de l'histoire de Toulouse. La stat de ASNL Database sur Twitter a retrouvé. Paris qui s'est imposé 2-1 contre Dunkerque, Rodez qui a battu pour 1-0, c'est bien pour Rodez qui avait pris une grosse claque 4-0 d'entrée, donc ça va rassurer les réteneurs avec un but magnifique, une tête incroyable de Buades, la recrue, une tête Ouais. quasiment dans l'angle du coin de la surface, dans la lucarne opposée. Voilà, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à Exactement. aller voir ça sur internet. C'est vraiment un superbe but. Le Havre qui a battu Sochaux 2-0, on l'a dit. Guingamp, Valenciennes un partout. Voilà les deux équipes qui ont débloqué leur compteur but, qui ont 2 points chacune puisqu'ils ont fait 2 matchs nuls pour l'instant. Et puis New York qui a perdu contre Caen, on en a parlé aussi 1-0 avec le 4e but de Alexandre Mendy qui est meilleur buteur avec ses 4 réalisations. D'ailleurs, je vais prendre le classement des buteurs sous les yeux. Qui est-ce qui a 3 buts? Il y a Rhys Illy qui a 3 buts. Bah, il est tout seul. Rhys Illy qui a 3 buts, voilà. Les meilleurs buteurs, Alexandre Mendy, Rhys Illy avec 3 buts. Et puis, on a pas mal de joueurs à 2 buts déjà. Fomba, Saki, Gauthier 1, Kazim Lassi, Combat, Salé de c'est Dijon. attribué à Ben Raoult, du coup, Ouais, apparemment. ouais. Alors voilà, pour l'instant, chez nos amis de Opta, c'est encore attribué à Ouais, Fomba, mais ça risque j'avais vu. effectivement d'évoluer. Mm. Et puis, Donc ouais, Ben au Raoult niveau sera des sans doute à 2 passeurs, buts du coup. Mm. ouais. Bon, du coup, ils échangent. Et au niveau des meilleurs passeurs, Branco van den Bomen, Ouais, triplé de passes décisives pour. triplé en 45 Alors, minutes. on l'a déjà vu, la qualité de son pied droit la saison dernière. C'est vrai que c'est un joueur très élégant, Van Den Bomen, qui Ouais, peut encore faire quatrième numéro 8. une belle saison avec Ouais. Toulouse. Voilà pour les faits marquants de la deuxième journée. Merci beaucoup Clément. Et puis tout de suite, on accueille avec Laurent Mazur le président du Paris FC, Pierre Ferracci, pour évoquer toute l'actualité du PFC et puis plus globalement de la Ligue 2. Deuxième partie de notre émission et Laurent Mazur de ma Ligue 2 nous rejoint. Salut Laurent.
Salut Dorian, comment vas-tu? Bah écoute, très très bien. Heureux de t'accueillir. C'est la première pour toi cette saison, donc re-bienvenue Exactement, à toi dans le podcast. Et puis merci. nous avons également le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre invité Pierre Ferracci, le président du Paris FC. Bonjour, merci d'avoir Bonjour à accepté tous. notre invitation. Merci d'avoir pris le Bonjour. temps un peu, même pendant les vacances, de parler de Ligue 2. C'est très sympa de votre part. Pas de Euh, souci. Président, comme la saison dernière, Paris débute bien pour le moment son championnat, 2 matchs de victoire. Bon, vous êtes forcément satisfait de ces 6 points, j'imagine. Oui, bien sûr, mais enfin, il reste 36 matchs et l'expérience de la saison dernière Ouais. nous enseigne la modestie et la retenue. Enfin, ce qu'on avait fait d'ailleurs la saison dernière, on ne s'était jamais emballé. Mais là, on a bien démarré et puis c'est très bien comme ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de matchs difficiles qui nous attendent. D'autant qu'on a beaucoup de blessés, vous l'avez vu, on a une arrière-garde complètement décimée puisque Axel Bamba ou Youssouf Ndiaye pour longtemps, mais aussi Maxime Bernauer, Thibaut Campanini et Gaëtan Bello sont blessés, donc ça fait beaucoup, beaucoup, et c'est très bien qu'on soit passé sans encombre, qu'on ait passé ces deux premiers matchs sans encombre. Ouais, c'est comme vous l'avez rappelé, la défense était assez expérimentale, en tout cas très très jeune, et ça n'a pas empêché Paris de bien performer. Ça montre aussi, voilà, que la jeunesse à Paris a un énorme potentiel. On avait déjà vu le jeune Diakité, notamment la saison dernière. Là, on a vu Chergui, Camara derrière, Adjam aussi, qui a déjà une belle petite cote. Donc c'est très bon signe aussi pour le Paris FC. Ouais, c'est bon signe parce que Jawen Adjam et Ousmane Camara ont 18 ans. Bon, Samir est un peu plus âgé, mais il est jeune en championnat de Ligue 2. Bah, ça fait plaisir qu'ils aient tenu le coup et puis c'est de bon augure pour la suite. Ça prouve qu'on a un groupe compact, cohérent, solidaire et je pense assez talentueux. Donc, quand on a fait deux fois les playoffs en 3 ans, ben, on a des ambitions. Mais comme je dis toujours que la Ligue 1, ça se travaille, ça ne se programme pas, ben, on va rester prudent et on va attendre les prochaines journées pour y voir plus clair, d'autant qu'on a quelques clients à venir, là, Le Havre, Auxerre, Ajaccio, et puis un promu que Quevilly qui, comme d'habitude, va se battre avec ses armes, et ses armes ne sont pas négligeables. Donc on y verra plus clair à la trêve, on aura passé 6 matchs à ce moment-là. Alors on parlait d'un bon début de saison, on va pas le comparer à celui de l'an dernier, on vous le rappelle, vous étiez en tête après 10 journées, mais donc votre groupe a appris, je l'espère pour lui, retenu les leçons, mais qu'est-ce qui vous fait dire que cette année, ça peut être la bonne année après ce bon départ? Ben, rien ne me fait dire ça pour l'instant. Moi, je suis plus prudent. C'est vous qui me le faites dire. Moi, je dis simplement que si on continue à travailler comme on le fait depuis 3-4 ans, le travail va payer. Alors, à quel moment il va payer cette année ou les années suivantes? Vous savez, il y a des clubs comme Auxerre qui sont depuis 10 ans en Ligue 2 avec un gros passé en Ligue 1 et qui n'ont toujours pas joué les playoffs. Donc, c'est très, très difficile. Ou des clubs comme Sochaux, d'ailleurs, qui sont des clubs historiques. Donc, il y a une douzaine de clubs chaque année qui aspirent à être dans les 5 premiers. Ben, je pense qu'on a cette ambition. Ça serait la moindre des choses, finalement. Mais après, il faudra être très régulier, beaucoup plus régulier que la saison dernière, puisqu'on a eu un creux au milieu, vous en souvenez. On a bien fini, on a bien démarré, mais on a eu un terrible creux d'une quinzaine de matchs qui nous a fait décrocher, pas des 6 premiers, mais en tout cas de la tête du classement. Il y a plus Vous avez sur d'expérience, le, disons, cette année. Il y a un peu plus vous avez d'expérience, aussi, forcément. c'est certain, vous avez aussi sur le banc un coach qui a fait monter déjà deux équipes, le Gazélec et Strasbourg. Euh, Comment vous le jugez-vous après 2 mois maintenant à la tête de l'équipe? Est-ce que justement cette expérience-là va servir? Bah, on a toujours eu de très bons coachs, mais Thierry en fait partie, c'est évident, pas seulement parce qu'il a fait monter le Gazélec, qui est un club qui me parle beaucoup, et puis Strasbourg en Ligue 2 pour le Gazélec et en Ligue 1 ensuite pour Strasbourg et le Gazélec. Bah, ça travaille beaucoup, il y a un staff très compétent autour de lui, une partie est restée d'ailleurs en place. Thierry est arrivé avec Fabien Lejeune et je crois que les joueurs sont contents de la façon de travailler. Puis on a bien vu sur les deux premiers matchs, même si encore une fois il faut attendre un peu plus longtemps, qu'on était bien organisé, qu'on était assez difficile à jouer et que ça tenait la route. Il y avait un projet de jeu cohérent. Puis encore une fois, il y a un peu plus d'expérience chez certains et puis la jeunesse qui arrive. Donc je crois que c'est un ensemble qui peut faire mal, mais comme beaucoup d'autres équipes peuvent faire mal dans ce championnat. Justement,
comme l'équipe, on a placé le Paris FC comme peut-être notre favori numéro un par rapport à la saison dernière, l'arrivée de Thierry Lauré et l'expérience emmagasinée de cette saison dernière. Thierry Lauré, il n'était pas du tout d'accord. Pour lui, c'est le Paris FC, il fait pas figure de favori du tout. Alors voilà, est-ce que c'est nous qui nous trompons ou est-ce que c'est le coach? Alors moi, je suis solidaire de mon coach, bien évidemment. Non, mais il a raison, Thierry. Ça ne veut rien dire en début de saison, mais vous avez raison de faire des pronostics, ça fait toujours plaisir. Mais très franchement, on le voit chaque année, il y a des surprises, il y a des clubs qui ont de l'ambition qui déçoivent. C'est un championnat très compliqué. Nous, on l'a vu dès ces 2 premiers matchs. Bon, contre Dunkerque, ça a été difficile. Tout le monde pensait, parce qu'on avait gagné 4-0 à Guignon, d'ailleurs contre Grenoble, que ça serait facile. Ça a été très, très compliqué. Donc voilà, Thierry a raison de ne pas s'enflammer. Et puis, on verra dans quelques journées à quel niveau on se situe. J'espère qu'on sera dans le coup. Mais vous savez, être dans le coup, c'est déjà une belle ambition dans ce championnat de Ligue 2. Et puis après, avec un peu de constance et de cohérence et de talent, hein, je l'espère, il y en a beaucoup dans l'équipe du Paris FC, on aura peut-être d'autres ambitions à afficher. Mais pour l'instant, il faut rester prudent et il a raison de rester prudent, Thierry. Alors le projet du Paris FC plus globalement, c'est vrai qu'on le voit se développer d'année en année avec les résultats sportifs, mais aussi le nouveau centre d'entraînement et de formation à Orly qui est sorti de terre récemment. Voilà, tous ces éléments mis bout à bout font que le Paris FC aujourd'hui est prêt sans doute à monter en Ligue 1. Peut-être que le dernier petit point faible entre guillemets de ce projet, ça reste le stade Charletti. Est-ce que qu'en est-il de ce dossier pour le présent et pour l'avenir aussi? C'est vrai qu'on a beaucoup amélioré nos infrastructures, à la fois pour l'équipe masculine et pour l'équipe féminine, mais aussi pour le centre de formation. Bon, je rappelle qu'on a investi 9 millions d'euros à Orly, hein, ce qui pour un club de Ligue 2 est beaucoup, pour l'essentiel sur les fonds propres du club. Oui, après, il y aura Charletti. Charletti, il y a 2 enjeux. Il y en a un qui nous regarde, qui est de remplir un peu mieux le stade, parce que je pense que cette équipe le mérite. Et c'est dommage que l'an dernier, les stades aient Ouais. été vides, parce qu'avec la saison qu'on a faite, je crois qu'on aurait capitalisé sur les années précédentes. Bon, et le deuxième problème de Charletti, c'est qu'il faudra le rénover. Et on a entamé des discussions avec la mairie de Paris. J'espère qu'on ira au bout d'une belle rénovation de ce stade dont on a besoin si on est en Ligue 1. Je rappelle toujours qu'on peut monter en Ligue 1 à Charletti, mais s'y maintenir durablement, ça sera difficile s'il n'y a pas une rénovation de ce stade. Donc oui, c'est le grand chantier des années à venir. Il n'est pas facile, comme toutes les rénovations de stade. On n'est pas les seuls acteurs et on n'oublie pas les Ouais. autres. Mais on va travailler tranquillement et puis j'espère qu'on aura des solutions intelligentes pour les différents partenaires du club et les différents partenaires de Charletti. Alors je voulais en profiter de vous accueillir pour aussi parler de quelqu'un qui est plus dans l'ombre mais qui est très important, c'est Fred Hébert, votre directeur sportif, notamment via le recrutement. On a vu la saison dernière, c'est presque quasiment à sans faute, hein. Tous les joueurs qui sont arrivés des divisions de N1 ou de N2 se sont assez vite intégrés à la Ligue 2, ont montré beaucoup de potentiel. Là cet été, vous repartez sur le même schéma avec Alfarella, avec Bernauer, j'oublie le troisième. De Moncy. De Moncy, voilà, d'Orléans, même si Johan, on l'avait déjà vu du côté d'Orléans Et par qu'il est par le blessé passé. aussi, qu'il n'a pas encore repris. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'était un virage pris la saison dernière et qui a vite porté ses fruits aussi. Fred, il a passé une dizaine d'années au club avant d'aller passer 2 ans au PSG où il a aussi beaucoup appris dans ce grand club d'à côté. Moi, j'ai été ravi de le récupérer. D'abord, il connaît les championnats par cœur, et pas seulement la Ligue 2, mais les championnats du dessous. Puis effectivement, quand on va recruter de belles pépites en national et qu'elles sont en pleine ascension, on s'aperçoit souvent que le rendement en Ligue 2 est de qualité. C'est pas toujours le cas quand on prend des clubs venus du dessus de Ligue 1 et qui redescendent en Ligue 2. Bon, même s'il peut y avoir quelques réussites. Donc on continue sur cette voie-là, mais ça n'empêche pas de recruter aussi des joueurs plus expérimentés qui connaissent la Ligue 2, parfois qui connaissent aussi le niveau du dessus. Mais jusqu'à présent, on est satisfait et je crois qu'on est parti sur la même voie que l'an dernier, cette année, avec les 3 joueurs que vous avez cités. Les 2 premiers, en tout cas, ont déjà démontré leur savoir-faire. Mais Johan, on attend qu'il soit remis de sa blessure et qu'il revienne. Et est-ce que au niveau du mercato, est-ce que vous attendez encore peut-être quelques retouches pour compléter l'effectif ou est-ce que là, il est déjà complet à vos yeux? Non, on a déjà dit, on vient de recruter un gardien, vous le savez, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt, un gardien croate d'expérience.
Et on a dit dès le début de la saison qu'on cherchait un défenseur central. C'est d'autant plus d'actualité qu'on en a deux qui sont sur le tapis, malheureusement, Axel et Youssoufa pour quelques mois. Donc on est en phase de recrutement d'un défenseur central. Je pense qu'on pourra l'annoncer, je l'espère en tout cas dans quelques jours. En tout cas, c'est en bonne voie. Là, on n'est pas loin d'achever la négociation. Vous parliez des gardiens, vous en avez quand même 4 si je ne me trompe pas aujourd'hui. Vincent de Marconnet a prolongé et numéro 1. Quel est le projet pour Didier Després? Vous avez récupéré, si je ne me trompe pas, l'hiver dernier. Bah, Didier, c'est un gardien d'avenir et on y croit beaucoup. Je pense qu'il a envie de jouer. Il n'est pas exclu qu'on soit amené à le prêter dans les semaines qui viennent. Parce que être numéro 2, c'est une bonne chose, mais jouer C'est à un encore mieux. niveau convenable, c'est sûrement mieux. Donc surtout pour les gardiens, parce qu'un gardien, par définition, où c'est en place, ou ça ne l'est pas, et c'est toujours un peu frustrant. Mais c'est quelqu'un auquel on croit beaucoup, et je pense que on aura envie de le prolonger et de le prêter. Très bien. Alors, on a fait le point un peu sur toute l'actualité du PFC. Peut-être un mot quand même sur le prochain match à venir pour vous, président, au Havre, Ouais. samedi. On a vu que le Havre a été battu Sochaux, donc quel est votre regard un peu sur ce match qui arrive? Bon, même si c'est ma Ligue 2, n'oubliez pas quand même l'équipe féminine qui est en D1 et à laquelle on Oui. croit beaucoup. Donc, elle Oui, est en phase de reprise. Elle a commencé par un match amical contre Orléans la semaine dernière. Et on croit beaucoup et à notre capacité à aller chercher la 3e place qui est qualificative pour la Ligue des Champions. Alors, le Havre, c'est une équipe toujours difficile, qui n'a pas beaucoup changé cette année, qui a un entraîneur d'expérience. Bon, ça va être un match accroché. Ils n'ont pas pris de but. Ils ont été gagnés à Sochaux. Bon, le gardien de Sochaux les a un peu aidés, si j'ai bien compris les un petit commentaires. peu. Un petit peu, mais alors que c'est un gardien de qualité. Mm. Mais voilà, on s'attend à un match difficile. Et puis, encore une fois, un petit peu dans l'inconnu, parce que comme pour tous les débuts de saison, il y a des équipes qui se règlent très vite. Il y en a d'autres qui prennent un peu plus de temps. En tout cas, le Havre, cette année, sera dans le coup, j'en suis persuadé. Bon, et Et puis, nous, on va essayer de bâtir une pardon. équipe qui tienne compte des blessés qui ne sont pas encore en situation de reprise. Donc, je crois qu'on aura encore une défense assez jeune, mais on va continuer à lui faire confiance parce qu'elle a été au rendez-vous au cours des 2 premiers matchs. Donc Paris FC qui se déplace au Havre samedi 19h pour quitter un peu l'aspect purement sportif. L'actualité également pour les dirigeants de Ligue 2, c'est depuis lundi, c'est la fronde menée par un collectif de clubs de Ligue 2 contre les pratiques menées par Nancy pendant le mercato. Président, est-ce que vous pouvez donner votre avis sur ce sujet et nous faire part un peu de votre position sur ce sujet-là? Oh, sans problème. On n'a rien contre le club de Nancy, qui est un club, comme le dit le communiqué, d'ailleurs historique et institutionnel de nos championnats et qu'on respecte beaucoup. Bon, simplement, la nouvelle gouvernance est à la tête les actionnaires sont à la tête de plusieurs clubs. Alors, ce qui est permis par la FIFA, chacun peut en penser ce qu'il veut. Moi, je suis pas spécialement favorable à ce type d'évolution pour le football, mais enfin, le fait est que pour l'instant, c'est autorisé. Mais ce qui n'est pas autorisé, c'est de contourner les règles de la DNCG. Tous les clubs dont nous faisons partie ont subi cette année, comme d'habitude, mais plus encore que d'habitude, la rigueur de la DNCG, qui a regardé la situation financière de très chose qu'elle ne demande pas d'habitude. En général, elle fait confiance, et surtout quand les engagements sont tenus depuis des années, ce qui est notre cas et de beaucoup d'autres clubs. Là, elle a demandé d'apporter des liquidités pour couvrir des risques à venir. C'est-à-dire que la confiance ne suffisait pas, il fallait amener des liquidités, de la trésorerie dès le début de la saison de façon très significative. Bon, certains l'ont fait, on en fait partie. D'autres ont eu un peu mal à le faire et ils ont été sanctionnés, alors soit avec des encadrements de la masse salariale, soit avec des interdictions de transfert. Il se trouve que Nancy a été sanctionné et de notre point de vue, on tourne allègrement les sanctions de la DNCG. Donc nous, on est d'accord pour la rigueur, même si elle ne fait pas plaisir, même si de temps en temps, elle nous fait elle nous fait quelques misères, mais à condition que ça s'applique à tous, et en l'occurrence, ça ne s'applique pas à tout le monde. Donc les clubs qui ont signé, je crois qu'ils doivent être aujourd'hui les 3/4 des clubs de Ligue 2, ont écrit à la fois au président de la DNCG, au président de la Ligue, Vincent Labrune, et au président de la FFF, pour leur faire respecter le
le cadre financier qui s'impose à tous les clubs. Et leur faire respecter le cadre financier, c'est leur faire respecter aussi le cadre sportif. Parce que derrière les enjeux économiques et financiers, les enjeux sportifs, et à juste titre, les clubs souhaitent être sur un pied d'égalité. Alors, il vaut mieux le faire en début de saison, parce que quand il y aura des enjeux plus lourds, que ce soit dans le haut du tableau, dans le bas du tableau, il sera peut-être un peu plus difficile de se faire entendre. Ben là, on le fait en début de saison, et je crois qu'on a raison de le faire, et on va continuer à le faire. Il faut qu'on soit entendu, parce que l'équité, c'est pas pour tout le monde, et c'est pas pour que certains passent à côté. Alors, je vais me faire l'avocat du diable et je pense que Dorian sera d'accord et partage la position que je vais, enfin, la position, en tout cas, les arguments que je vais avancer. Nancy, aujourd'hui, est quand même dans la légalité. C'est d'ailleurs, je pense, le discours qu'ils vont défendre. C'est un problème forcément d'éthique, d'esprit, de morale. Est-ce que finalement, vous ne visez pas plus aussi la façon de procéder? Je m'entends, c'est-à-dire que Nancy a vendu un joueur, notamment Michael Biron à Ostende, qui l'a reprêté pour permettre de renflouer entre guillemets les caisses pour passer forcément peut-être plus facilement du côté de la DNCG, parce que ce système-là de clubs satellites, de clubs détenus par des actionnaires, il est connu, il n'est pas nouveau en tant que tel. Est-ce que c'est plus sur cet aspect-là que vous tiquez un peu? Non, d'abord, je vous laisse le soin de dire qu'ils sont dans la légalité. La légalité de la FIFA n'est pas la légalité nationale. Il y a des règles Exactement. nationales qui aujourd'hui ne sont pas respectées. Il y a des règles internationales de multipropriété, peut-être qui le sont. Mais la multipropriété ne veut pas dire qu'on contourne les règles qui s'imposent au niveau de la DNCG, au niveau de la Ligue de football professionnel. C'est deux choses différentes. Bien sûr. Moi, la multipropriété, elle est autorisée, elle est autorisée. Je suis personnellement contre. Et un certain nombre de clubs sont, comme moi, opposés à ce système, d'autres qui sont plutôt favorables. Mais Bien sûr. on peut avoir, d'ailleurs c'est le cas de Clermont en ce moment, de plusieurs clubs, mais sans enfreindre les règles de la DNCG, en prêtant des clubs, en les faisant monter, en tout cas pour des jeunes. Là, on voit bien que ça va un petit peu plus loin. Gingles, vous avez cité Biron, mais je cite Gingles. Il a été acheté 900 000 euros, je crois, ou enfin quelques centaines de milliers d'euros à Châteauroux, pour être immédiatement prêté. Bon, il est clair que là, on utilise la multipropriété pour contourner une règle qui est imposée par la DNCG à tous les clubs. Alors, si la DNCG considère que les règles qui s'appliquent à un club dont l'actionnaire n'est pas multipropriétaire ne sont pas les mêmes que les règles qui s'appliquent à des clubs dont les actionnaires sont multipropriétaires, il faut qu'elle le dise. Il faut que la Ligue le dise et il faut que la Fédération le dise. Et il faut que le ministère des Sports, qui est la tutelle de tout ça, le dise aussi. Dans ce cas-là, on discutera. Mais pour l'instant, à ma connaissance, ce n'est pas le cas. Et à partir du moment où ce n'est pas le cas, il y a des clubs à juste titre, et je dirais tous les clubs signataires, je me mets dedans aussi, qui se sentent lésés parce que on fait des efforts financiers, ou quand ils ne pouvaient pas faire des efforts financiers parce qu'ils étaient demandés un peu tardivement, on subit des sanctions. Alors, si le fait de ne pas avoir un actionnaire multipropriétaire oblige à supporter les sanctions de la DNCG, contrairement à ceux dont les actionnaires sont multipropriétaires, les règles ne sont plus les mêmes que celles qu'on nous a proposées, et c'est ça qu'on met en avant. Et s'il s'avère que il y a une contradiction entre les règles de la FIFA et les règles nationales, ben, il faut que la Ligue professionnelle, il faut que la Fédération interpelle les autorités internationales et qu'on fasse un peu la clarté là-dessus. Si les règles de l'NCG doivent changer, ben elles changeront, on s'y adaptera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc les clubs qui ont signé, c'est clair, ils expriment la volonté de ne pas être traités différemment que les clubs qui ont la chance, ou en tout cas l'intérêt d'avoir des actionnaires multipropriétaires de clubs. Si ces règles-là sont respectées, ben on passera à autre chose. Si les règles de la DNCG continuent à ne pas l'être, ben vous verrez qu'on prendra d'autres initiatives parce qu'on tient à l'équité de ce championnat. Et aujourd'hui, les clubs signataires considèrent que le championnat n'est pas équitable, que le critère d'équité n'est pas respecté. Justement, j'ai deux petites questions à ce sujet. Est-ce que déjà, d'une part, vous avez pu échanger avec Gauthier Ganaï, le président de Nancy, avant d'engager cette procédure? Et d'autre part, dans le communiqué, il est indiqué que les clubs vont porter réserve à chaque fois contre la SNL pour marquer le coup. Est-ce que vous avez quand même un espoir que ces réserves puissent aboutir, ou est-ce que c'est plus pour la forme, histoire de montrer votre désapprobation par rapport à ce que fait Nancy? Alors, le président du collège de Ligue 2, Christian Léca, a pris contact avec Gauthier Ganaï. Je ne crois pas qu'il ait établi le contact et Gauthier Ganaï s'est exprimé par un communiqué en disant qu'il n'avait pas de temps à perdre avec ça. Bon, c'est son problème, hein. Chacun est libre de prendre ses responsabilités. Nous, on va prendre les nôtres. On va déposer des réserves pour marquer le coup. Après, on est bien entendu convaincu que ça ne va pas suffire et qu'il faut que la Ligue
la DNCG et la fédération et son comité national d'éthique, son conseil national d'éthique prennent position. Éventuellement d'ailleurs le ministère de tutelle, puisqu'on est quand même sur un chantier où l'éthique et la morale sont en jeu, quoi qu'en pense Gauthier Ganaille. Hein. Après, il peut avoir une position différente, moi je la respecte, mais il faut au moins qu'il se prête au débat contradictoire. Donc ce n'est pas tant les réserves qui vont bloquer le processus, c'est l'ensemble des démarches que les clubs signataires vont faire. Dans un premier temps, ils demandent une réponse aux 3 présidents, DNCG, Ligue et Fédération. Dans un deuxième temps, ils se réservent le droit, ils l'ont dit dans le communiqué, de prendre d'autres initiatives, soit en direction des instances, soit en direction des autorités judiciaires. On verra comment on conduit le processus. Et moi, j'ai 2 dernières questions de mon côté. Samuel Laurent, le directeur général de Sochaux, a été très, très dur dans ses propos. Il parle de carton rouge envers Nancy, qu'il n'était pas digne de jouer la Ligue 2. Donc, tout simplement, il demande, entre guillemets, une disqualification de Nancy. Est-ce que vous, entre guillemets, vous espérez cela ou est-ce que vous allez aussi loin? Et deuxième chose, est-ce que ce processus lancé envers les instances du football français a vocation également, bien évidemment, à englober d'autres clubs, je pense à Bordeaux en Ligue 1, qui est entré depuis cet été de plein pied dans la multipropriété? Bon, Samuel Laurent a pris, j'ai lu ses propos, effectivement, une initiative un peu hardie. Moi, je reste dans le cadre du communiqué que nous avons signé et j'essaye d'en rendre les termes clairs comme le font les autres présidents. On ne va pas s'enflammer dans un premier temps. On demande simplement que la DNCG joue son rôle et que la Ligue joue son rôle également. Sur Bordeaux, moi, je disais simplement qu'on va laisser nos collègues de Ligue 1 apprécier la situation. On a déjà fort à faire avec notre championnat de Ligue 2. Si les collègues de Ligue 1 considèrent qu'il y a des situations qui ressemblent à celles que l'on vit avec Nancy, à charge pour eux de prendre leurs responsabilités, mais on va respecter l'avis de chacun des collèges. Nous sommes majoritaires dans le collège de Ligue 2 à prendre cette position et à interpeller nos instances. Et on souhaite vraiment que les instances prennent une position claire et que le championnat ne soit pas pollué. Ce qu'on veut garder de bonnes relations aussi avec le club de Nancy ne soit pas pollué par ce qui s'est passé ces jours derniers et ces semaines dernières. Vous espérez une réponse rapide des instances, histoire que justement cette situation peut être réglée vite? On souhaite que la situation se règle très, très vite parce que plus le championnat avancera et plus il sera difficile de mener ce genre de réflexion qui doit être une réflexion sereine et qui doit permettre de trouver des règles équitables. S'il y a des choses qu'il faut clarifier, y compris avec les instances internationales, faisons-le tout de suite. Mais ce n'est pas la peine de polluer le championnat pendant des semaines et des mois sur un terrain qui ne le mérite pas. Il faut que ça se passe sur le carré vert avec des armes égales pour les 20 clubs de Ligue 2 qui sont confrontés à une compétition, encore une fois, très difficile, aussi bien dans le haut du tableau que dans le bas du tableau et au milieu. Merci beaucoup, Président, Merci beaucoup. pour avoir été avec nous pendant ce numéro. On passe désormais à la dernière partie de l'émission consacrée à l'actualité chaude de la semaine, la fronde d'un collectif de clubs de Ligue 2 envers les pratiques de Nancy pendant le mercato. Pour en parler, nous recevons Juliette et Joanne du site Fans of Nancy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous. Vous allez pouvoir nous donner votre avis dans quelques instants. Mais avant de vous donner la parole, je vais faire le récapitulatif un peu complet de cette affaire pour ceux qui auraient peut-être pas suivi, qui étaient en vacances peut-être et qui rentrent de vacances et qui voient ça. Donc vendredi, 11 clubs de Ligue 2 ont envoyé un courrier à la LFP, à la FFF et à la DNCG pour contester la manière de recruter de Nancy, qui utilise notamment son partenaire belge Ostend pour acheter des joueurs puis les prêter directement à la SNL. C'est le cas de Basila, Young et Biron. Donc ces clubs de Ligue 2, ce collectif conteste cette manière de faire, puisque pour eux, ils contournent l'interdiction de recrutement à titre onéreux qui a été décidée par les DNCG. Donc à l'heure actuelle, maintenant, ce collectif, il est à 13 clubs signataires de ce courrier. Et puis, selon nos dernières informations, 17 voire 18 clubs sur 19, puisqu'on ne compte pas Nancy, pourraient adhérer à ce mouvement. Donc on voit que c'est vraiment une très large majorité du championnat qui est du même avis. Ces clubs ont aussi annoncé vouloir porter réserve contre la SNL à chaque fois qu'un de ces 3 joueurs sera sur la feuille de match. Et en fait, tout simplement, ils veulent faire bouger le règlement auprès des instances du foot français.
au plus vite. Voilà pour les résumés de l'affaire. Johan, Juliette, je sais pas lequel de vous deux veut commencer, mais comment, en tant que supporter de Nancy, comment vous réagissez à cette affaire? Ah, je vais laisser Juliette commencer la galanterie. Ah, j'allais te dire, vas-y, commence, Johan, mais bon, Ah, bah, vas-y. si tu veux que je commence, je vais commencer. Vas-y. Bah, mon avis, je l'ai partiellement donné dans un article qu'on a sorti sur Fun of Nancy. Il est toujours le même à l'heure actuelle, puisque la situation n'a pas beaucoup évolué. On connaît quelques clubs dont certains présidents ont beaucoup râlé dans les médias, notamment les Républicains. Je pense au président du FC Sochaux-Montbéliard. On va en parler. Entre autres, voilà, c'est surtout moi le côté anonymat qui m'a fortement dérangée et cette façon de faire en fait, cette lettre qui est adressée comme un couteau dans le dos. Alors sachez, ouais, j'ai pas précisé d'ailleurs dans mon récapitulatif, tu fais bien de le dire, que le président Gauthier Ganaï a été prévenu avant l'envoi de la lettre. Voilà. Ouais. Par le collectif. Mais effectivement, nous, les médias, on sait pas Voilà. on ne sait pas quel club adhère pour le moment. Mais Non. le président Ganaï avait été quand même mis au courant qu'il allait avoir une action, quoi. Il était au courant. Voilà. Bah voilà, moi c'est ce côté-là que je trouve dérangeant par rapport au reste du club et aux supporters et puis aux médias également. Après, sur l'histoire en elle-même, bah, je l'ai dit, hein, si moi, nancéenne, un autre club que Nancy faisait ça, oui, j'aurais sûrement eu la même réaction que beaucoup des supporters des clubs adverses ont pu avoir. Mais d'un autre côté, on est dans une situation compliquée pour le football français, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2. Le Covid n'a pas aidé, hein, qu'on soit franc. Et si on a des moyens de trouver des subterfuges, on va appeler ça comme ça, pour essayer de s'en sortir et de m'amailler. Hein, maintenant, vous avez appris ce mot, je peux l'utiliser. C'est toi qui l'as appris. Ouais. Si on a moyen de m'amailler et que ça reste légal, ben, si le président décide de mettre son éthique de côté et de le faire pour sauver le club, moi, en tant que supportrice, je dis OK, en fait. Alors Laurent, toi, qu'est-ce que tu penses Johan, je te donne la parole juste après. Ah, Laurent, pas de qu'est-ce que souci. tu penses de cette affaire? On rappelle donc que Nancy respecte tout à fait le règlement, c'est autorisé, les Sûr. transferts sont validés par la DNCG, par la LFP, et voilà, que tout est en règle. Mais effectivement, les clubs regrettent que Nancy se soit engouffré dans une brèche en fait qui existe. Exactement, Juliette l'a très bien dit, a utilisé, je crois, le bon mot, c'est un problème d'éthique. Voilà, sur le plan légal, il n'y a pas de souci. Nancy est dans ses droits. Nancy peut recruter du moment que ce n'est pas à titre onéreux, donc peut se faire prêter des joueurs pour 2, 3, 5 ans. Hein, ça, c'est libre. Après, c'est sûr que niveau de l'esprit, niveau éthique, moral, c'est pas, je vais pas dire classe, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'on apprécie le plus dans le football et notamment en Ligue 2, qui est en principe un championnat aussi éloigné du foot business, en tout cas moindre. Voilà, moi je me mets juste à la place, c'est comme un concurrent à Nancy qui, à la dernière journée, va être relégué et Nancy sauvé grâce à un doublé de Biron. Comment est-ce que, voilà, moi je me sentirais mal en tant que même supporter de Nancy de reléguer un club qui, voilà, grâce à 2 buts d'un joueur qui est prêté, mais voilà, de façon détournée. Maintenant, c'est légal. Ce n'est pas le premier club à faire cela, à opérer ainsi. Ça s'est déjà vu en France, en Ligue 1, même Lille, hein, avec son partenaire ancien, Moucron, si je ne me trompe pas. Bref, Bordeaux est en train de procéder ainsi. D'autres, mais c'est juste que je pense qu'en Ligue 2, c'est un peu, voilà, ça passe pas vraiment. Là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, notamment dans un contexte Covid, où on le sait, toutes les finances de tous les clubs sont tendues et on apprécie donc encore moins de voir un club procéder ainsi alors ils l'ont échappé belle en fait. Johan, en tant que supporter de Nancy, justement, quand vous voyez, vous les supporters, que voilà, on vend Michael Biron pour passer devant la DNCG puis qu'il est prêté, que Andrew Young il a acheté par Ostende puis prêté, que Basile a pareil, ça vous dérange ou non? C'est totalement logique d'après vous? Non, moi honnêtement, hein, je vais pas faire de langue de bois, mais pour moi, ça me dérange absolument pas parce que, comme on l'a assez rappelé, tous les moyens sont bons pour s'en sortir. La crise sanitaire a tué énormément de clubs en termes de finances. Et moi, je pense que c'est pour ça aussi que les clubs aujourd'hui sont un peu dérangés, pardon, parce que justement, eux n'ont peut-être pas les moyens, on n'arrive peut-être pas à tirer de joueurs à cause justement de cette crise sanitaire.
et qui voit un club comme Nancy céder entre guillemets d'un autre club pour recruter. Comme l'a dit Laurent, il y a aussi Monaco qui prête énormément de joueurs au Cercle Bruges tous les ans. Et on n'en a jamais entendu parler. Il n'y a jamais personne qui a dit que c'était éthiquement pas bien. Et au final, quand c'est un petit club comme Nancy, tout le monde trouve ça malsain en fait. Et moi, je trouve que au contraire, tant qu'une équipe trouve un moyen de s'en sortir, ça évite justement que des clubs qui vont déposer des bilans, des clubs historiques. Nancy, il faut pas oublier que c'est quand même un club historique en France, malgré que certains ne le pensent pas. Bordeaux a failli passer cette saison, et heureusement qu'ils ont été rachetés parce que ils auraient pu déposer le bilan aussi. Et voilà, après, concurrence déloyale, moi c'est pas autant déloyal qu'une équipe qui va dépenser des milliers et des cents dans un joueur. Par exemple, le PSG qui dépense des millions et des millions pour recruter des joueurs, ça personne n'est choqué. Et quand c'est Nancy qui se fait prêter deux ou trois petits joueurs du même club, ça choque. Moi c'est juste ça en fait qui me dérange, c'est que on vise pas forcément les bons clubs. Nancy. Après, on va. Je peux juste dire un truc, c'est que pour te répondre, c'est que je pense qu'il y a deux choses qui dérangent dans le cas de Nancy. C'est Edune, avec sans la vente de Michael Biron à 4 millions d'euros, à Nancy, entre guillemets, ne se sauve pas via la DNCG, ou en tout cas beaucoup plus de mal. Donc le fait de vendre Michael Biron, de se le refaire prêter, c'est moyen. Je prends l'exemple d'un autre club qui connaît des partenaires à droite à gauche. Clermont ne s'est jamais servi entre guillemets d'un de ses partenaires pour procéder ainsi. Donc c'est plus ça. Et la deuxième chose, c'est d'avoir Gauthier Ganaï, président de 2 clubs. On voit souvent un actionnaire de plusieurs entités, mais là c'est Gauthier Ganaï qui est président d'Ostende, président de Nancy, donc qui peut finalement, je vais simplifier la chose, mais vendre n'importe qui d'un club à l'autre, équilibrer les comptes comme il le souhaite. C'est plus ça en fait, c'est sur l'esprit, je trouve pas ça très cool en fait. Après, je peux comprendre. Moi, après, tu peux me dire que, de toute façon, la vente de Michael Buron, le prix où il a été vendu, c'est pas vraiment le vrai prix son vrai prix. Parce qu'une saison de Ligue 2, il a mis 13 buts, 12 ou 13, je crois, ça vaut pas ce prix-là. Après, ça je peux comprendre que le prix est choqué. Mais à aujourd'hui, les prix sont dérisoires dans le football. Donc, c'est pas si choquant que ça en vrai. Mais après, moi, comme l'a dit Juliette, auparavant, si c'était une autre équipe qui faisait ce genre de procédé, je serais aussi dégoûté. C'est logique parce que c'est un peu de la jalousie, on va dire. Et donc de voir qu'une autre équipe se sert d'une autre équipe pour recruter, on aimerait tous savoir ça. Moi, quand j'ai vu des équipes se faire racheter par des grands investisseurs, j'étais le premier dégoûté. Je me dis pourquoi ça nous arrive jamais à nous, pardon. Là, on a eu la chance d'être racheté. On ne peut pour l'instant pas recruter, mais on se sert d'un partenaire pour se faire prêter des joueurs. Voilà. Après, c'est légal, donc on le fait. Si demain l'UEFA et d'ailleurs l'UEFA veut faire comme en France, c'est-à-dire qu'on ne puisse pouvoir prêter 3 joueurs d'une même équipe. Il y a déjà ça en France entre clubs français. Il nous arrivait le même coup, ça nous arrivait 2 fois il y a quelques années avec Bordeaux quand on s'était fait prêter Floyd Haïté et Cheikh Diabaté. On a dû acheter Florian Marange pour 1 an. Donc on a eu 2 joueurs prêtés de Bordeaux plus Florian Marange. Et récemment avec Wagner et Rocha, Wagner et comment il s'appelle l'attaquant d'Ostende maintenant là. Gay. Voilà, c'est ça, McTargay. Donc on s'était fait prêter Wagner et McTargay et Saint-Étienne avait libéré Rocha pour qu'on l'achète. Ouais, mais c'est surtout gênant en fait de vendre, enfin que Nancy vende à Ostende pour récupérer en prêt. C'est ce mécanisme-là qui est. J'ai envie d'entendre Juliette là-dessus parce qu'en fait, je pense que ce qui dérange, je sais pas ce que Juliette en pense, mais ce qui dérange, je pense, les clubs de Ligue 2, c'est que tu parlais de Monaco et Cercle Bruges, par exemple, Joanne. Là, Monaco, ce qui est identifié, c'est que Monaco prête ses plus jeunes joueurs en Belgique pour qu'ils se développent, en fait. Or, là, on est dans quelque chose à Nancy où, en fait, Andrew Young, c'est la cible de la SNL et à aucun moment, de base, il va mettre les pieds à Ostende, hormis pour être acheté par Ostende. Et je pense que c'est ce qui dérange vraiment les autres clubs de Ligue 2, c'est que là, on n'est vraiment pas dans l'échange de joueurs, en mode le gros qui prête aux petits, etc. On est vraiment sur... En fait, Nancy a ciblé Andrew Young, mais n'a pas l'argent pour le faire. Et du coup, on utilise le club B
pour le faire transiter et arriver à Nancy. Et je pense que c'est vraiment ce procédé-là qui gêne les autres clubs de Ligue 2, même si encore une fois c'est légal. Je pense que c'est ce côté de dire, eux, ils ont un partenaire pour réussir à contourner la sanction, hein, puisque Andrew Young, il a coûté près d'1 million d'euros. C'est entre guillemets, c'est pas de la jalousie, mais c'est sûr que pour eux, c'est pas éthique de pouvoir compter sur un autre club. Je sais pas ce que Juliette en pense à ce sujet. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe ta situation dans le foot, tu partiras pas du même piédestal que les autres. Donc là, aujourd'hui, Nancy a trouvé un moyen de s'en sortir. La vente de Biron, moi, ça m'a pas spécialement dérangé. De toute façon, que les actionnaires injectent 4 millions d'euros ou qu'ils décident de vendre Biron à Ostende pour ensuite Mais à leur la prêter limite, à Nancy. est-ce que c'est pas le cas de Young en fait, qui cristallise d'autant plus de tension que Young était convoité par d'autres clubs de Si. Ligue 2? Si, clairement. Si, parce que Biron, c'était au mois de juillet, je crois. C'était il y a un mois, un truc comme ça, et personne n'a rien dit Parce de que spécial. par exemple, on voit Tino Kadewere qui avait été acheté 10 ou 12 millions par l'OL, qui avait été reprêté tout de suite à Wavre pour finir la saison. Donc à la limite, ça, ce procédé-là, on l'a déjà vu en Ligue 2. Là, c'est peut-être plus le cas de Young qui coûtait cher à Châteauroux. Et normalement, on va être clair et net. Nancy n'aurait pas pu l'avoir l'avoir dans son effectif en fait. C'est ça que reprochent les autres clubs de Ligue 2 quoi. Bah non, Nancy n'aurait pas pu puisqu'il coûte de l'argent et qu'on est interdit de Voilà. recruter à titre onéreux. Donc non, effectivement. Donc c'est là la différence entre les différents clubs partenaires et c'est là où je rejoins Laurent sur le fait que Gauthier Galin soit président des deux clubs. C'est qu'en fait il y a même pas de négociation à avoir avec un club tiers, quand bien même il est partenaire. Donc Il aurait pu fixer un prix exemple de 10 millions d'euros pour Biron, il aurait très bien pu le faire. Hein. Ouais, c'est ça. Après, bon, c'est une question d'équilibrage des budgets, quoi. Des comptes. Exactement. Mais ça pose quand même question aussi, et plus généralement, entre guillemets, des difficultés encore financières de la SNL. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un peu moins de problèmes au niveau de la DNCG avec le rachat du club. On trouve finalement que non. Après, sans rester focus spécialement sur les difficultés financières de la SNL ou sur les échanges entre Ostende, etc. Bref, l'intérêt de ce débat, en tout cas moi, ce que je trouve comme intérêt dans ce débat, c'est d'ouvrir son œil un petit peu plus grand et de voir un petit peu plus loin et de comprendre et de saisir les enjeux qu'amène ce genre de débat en fait et de pourquoi on est en train de parler de ça, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui se passe dans le foot et pourquoi des clubs sont poussés à devoir trouver des solutions comme celle-ci qui peuvent, et je l'entends, ne pas être jugées éthiques. Comment on en est arrivé là? Moi, c'est ça en fait qui me pose vraiment problème. Si Nancy peut servir à soulever ces questionnements-là, tant mieux. D'un autre côté, je souhaite quand même bon courage à la direction parce que les articles dans la presse et les commentaires sur les réseaux sociaux sont pas très sympas. Mais voilà, je pense que le vrai problème, c'est pas Nancy et un échange entre je pense que c'est le sens de la lettre des présidents de clubs. J'espère simplement qu'elle sera entendue et entre guillemets malheureusement ça se passe en Ligue 2 donc la portée sera peut-être moins. Mais même si le sens de leur lettre, moi, je sais pas, moi je l'ai pas interprété comme ça leur lettre en fait. Ah pareil. Ouais. Pour moi c'était pour vous vraiment... c'est une attaque vraiment ciblée contre Nancy et pas contre le règlement. Si moi je pense. Moi je pense il y a certains présidents. Notamment celui de Sochaux qui s'attaque directement à Nancy disant qu'on là on est d'accord que cette sortie qu'on ne devrait plus voilà elle doit pas avoir lieu. Je ne vais pas faire de débat comme ça mais Sochaux faut le rappeler qu'eux aussi ont eu des affaires un peu parallèles il y a quelques années. Bon ça après c'est un autre débat mais alors qu'il y a certains présidents qui disent on ne veut pas mettre Nancy comme exemple mais on veut surtout s'attaquer à la loi. Voilà. C'est ça. En fait, c'est ça. Mais pour s'attaquer à la loi, en fait, il s'attaque à Nancy, puisqu'actuellement, c'est Nancy qui l'utilise. Et en fait, c'est ça le. Voilà. Mais après, après, le dire comme ça, moi, ça me dérange moins. Parce que justement, c'est peut-être. On est peut-être l'exemple qui va faire que la loi va changer. D'ailleurs, Bordeaux est dans le viseur aussi des clubs de Ligue 2 et ça va peut-être s'étendre en Ligue 1 à Bordeaux, ouais. En fait, moi, je l'ai déjà dit, mais ce qui m'a dérangé, c'était vraiment la manière de faire. Et du coup, j'ai pas terminé.
J'ai pas terminé ce que je voulais dire, donc j'ai un peu perdu le fil. Oui, voilà, c'était ça. C'était qu'en fait, la lettre, certes, dénonce voilà les échanges, etc., etc. Et en fait, enfin, ce que j'aimerais bien qu'il se passe, c'est qu'on aille au-delà de ce genre d'échange et qu'on n'aille pas juste dire bon bah ok, l'UEFA va interdire les prêts de plus de 3 joueurs entre clubs étrangers et clubs français. Faut pas s'arrêter juste à là, mais bon bah là on est parti sur une refonte totale du système. Je suis peut-être un petit peu trop révolutionnaire, mais je pense qu'il y a vraiment un énorme problème et qu'il y a quelque chose, une énorme épée de Damoclès qui pend. Non, t'as raison d'en parler ça parce qu'au sein de la LFP, il y a beaucoup de réunions en ce moment, notamment pour essayer de sécuriser les jeunes joueurs et Nancy est particulièrement concernée, mais comme plein de clubs de Ligue 2, comme le Havre, voilà, qui se font piller leur centre de formation et effectivement, il y a des grosses réflexions aussi menées à ce niveau-là. Donc, effectivement, je pense que à la fois l'attaque, pas contre Nancy, mais contre ce règlement, mais également réfléchir à des solutions pour aider les clubs formateurs, notamment, sont en train d'être débattus à la LFP. Et voilà, bon bah malheureusement aujourd'hui c'est la SNL qui est pointée du doigt sur ce côté-là, mais ça aurait pu être un autre club si ça avait été Toulouse ou n'importe qui d'autre qui utilisait ce système. Je pense que la réaction des autres clubs de Ligue 2 aurait été la même. Je pense que c'est ce que les supporters doivent comprendre, c'est que c'est alors je pense que le président de Sochaux a été très maladroit, voilà, et même beaucoup trop virulent. Mais par exemple, le président d'Ajaccio, si vous avez vu l'interview sur ma Ligue 2, enfin pas sur ma Ligue 2, mais qu'on a repris sur ma Ligue 2, lui, il explique bien les choses où il dit, on n'a rien contre Nancy, mais on veut faire bouger les choses, quoi. Donc voilà pour un peu pour avoir fait le tour de débat. Juste pour terminer, votre avis aussi, votre point de vue sur le début de saison sportif quand même, c'est ce qui nous intéresse, le terrain. Ça démarre pas très bien pour Nancy. Est-ce que vous êtes quand même confiant pour la suite là? Comment vous voyez les choses? Oui, je pense. Après, ça aussi, ça nous a fait parce qu'on dit concurrence déloyale, mais bon, on nous attaque alors qu'on est, bon, on n'est plus dernier, mais on est avant-dernier. On a pris 6 buts, on en a marqué un. Avec 6 buts, on a mis un, on a 0 points. Donc, quelle concurrence déloyale y a-t-il pour l'instant? Après, voilà, il est clair que ce genre de mamaillage, pour reprendre les expressions de Juliette, va encore continuer. Je pense parce que c'est ça en fait c'est les clubs, la seule main de recruter, voilà, les petits clubs comme Rodez, Rodez ils ont signé puisque le président en parlait. Rodez qui joue le maintien, ils voient Nancy en difficulté, ils ont pas envie de voir 3-4 joueurs arriver de stand en plus. C'est ça en fait, je pense mais tu vois, c'est toujours la même chose en fait, c'est Rodez qui est plus petit, qui a un plus petit budget, qui n'a pas cette possibilité là non plus, tu vois. C'est ce qu'on dit, c'est un peu de la. Mais c'est de bonne guerre, enfin c'est compréhensible. Ouais, carrément, Après dire le mot jalousie, ça me dérange parce que c'est assez fort, mais je pense que ça dérange Rodez de se dire bah voilà, Nancy ils sont déjà un plus gros budget que nous de base, mais en plus de ça ils sont aidés par d'autres clubs, ce qui peut pas nous arriver à nous. Après je me mets à leur place. Je me dis c'est pas évident pour eux, c'est comme si nous on était en Ligue 1 et on se dit bah voilà, on est le petit club de Ligue 1 et le gros club de Ligue 1 est aidé par des investisseurs autres. C'est voilà, si on se met à l'étage du dessus, c'est la même chose. Mais je pense qu'aujourd'hui le foot, l'éthique, malheureusement il y en a de moins en moins parce que justement c'est devenu. Mais du coup c'est quand même bon signe de voir bon signe. Justement on se plaint des dérives, là les présidents essayent de faire bouger les choses. Alors ça tombe sur Nancy aujourd'hui, comme ça aurait pu tomber sur n'importe qui, mais c'est vrai qu'au moins ils essayent de faire un peu bouger les choses pour éviter justement trop de dérives en fait. Ouais, c'est bien. Moi, personnellement, je suis pas convaincue qu'ils essayent de faire bouger les choses pour les raisons que j'entends. Mais si ça peut permettre de ramener le football à un meilleur niveau, je vais pas être hypocrite et je vais dire oui aussi, mais voilà. Après, je pense qu'il y en a qui veulent faire bouger les choses, d'autres qui forcément voient davantage leurs intérêts. Voilà. Après, je pense que le président d'Ajaccio, dans son discours, lui, c'est plus pour faire bouger les choses. Donc, comme il l'a expliqué lui, je pense que lui, il veut essayer de faire bouger les choses. Mais quand on voit, par exemple, le président de Sochaux, lui, c'est carrément pour ses intérêts personnels. Ah, on a perdu. C'est ça qui me dérange. On a perdu Johan. Parce que
Alors on a des problèmes de connexion avec Ouais. avec Johan. Ça On va va très le bien. récupérer tout à l'heure, mais on a compris les intérêts personnels. Voilà, au moment où C'est ça a ça. coupé. Et juste on va finir. Je vais essayer de remettre Johan quand il aura récupéré un peu plus de réseau. Pour finir, Juliette juste sur le point sportif. Du Sur le coup, terrain. Ouais. qu'est-ce que tu penses voilà du début de saison. Bah, Pas grand-chose de j'en pense bien, que mais pour la suite. j'en pense qu'on a été racheté en décembre, que ça a été encore une saison très compliquée et que le mercato met un petit peu de temps à se mettre en place, hein, malgré les 3 recrues qui font polémique qu'on a eues ces derniers temps. Et je pense aussi que le mercato n'est pas terminé parce que notre défense est clairement en PLS, soyons honnêtes. Donc j'espère que d'ici septembre, le chemin sera un petit peu moins semé d'embûches, que ça ira mieux pour Nancy. J'espère et je crois que ça ira un petit peu mieux. Et voilà, j'ai confiance quand même, j'espère que ça va aller. Bon, prochain match contre à À Bastia le Bastia. mercredi 11 août, Ouais, qui est décalé ouais, de 2 jours à décalé cause du pour Covid. Covid. À Bastia, ça va pas être évident. Hein. Bastia, qui a fait un Jamais bon premier match facile, hein. contre Nîmes, donc va falloir on attend une réaction des anciens. Johan, Juliette, un grand merci pour votre participation à ce débat. C'était important pour nous de donner la parole, voilà, à des supporters de la SNL pour donner la parole à tout le monde dans ce dossier. On a pu donner notre avis à travers notre avis et notre point de vue à travers différents articles. C'était important d'avoir le vôtre. Donc un grand merci pour votre disponibilité et à bientôt. On espère que la SNL se redresse quand même. Ouais, ça. Avec À plaisir bientôt, et puis avec merci à vous pour plaisir. l'invitation.